Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans une analyse qui pourrait bien changer la façon dont vous percevez l'avenir de Hong Kong. Un avenir qui se joue à petits pas dans l'ombre. Hong Kong ne s'effondrera pas dans le fracas d'une guerre ou d'une crise brutale. Non, sa mort est bien plus insidieuse. Elle est lente, silencieuse et peut-être déjà en cours. Pendant des décennies, Hong Kong a été un paradoxe vivant. Une enclave de capitalisme débridé sous la domination d'un régime communiste. Une ville façonnée par l'Empire britannique mais revendiquée par Pékin. Un territoire où la liberté de la presse, la démocratie et la finance internationale coexistaient aux portes d'un État totalitaire. Mais aujourd'hui, ce fragile équilibre vacille. Derrière les gratte-ciel étincelants et les places financières animées, une transformation discrète mais radicale est en marche. Pékin a un plan. Et ce plan ne laisse aucune place à ce qui a fait de Hong Kong une anomalie mondiale. Alors, comment l'une des villes les plus prospères de la planète est-elle en train de perdre ce qui la rendait unique? Quels sont les leviers utilisés par la Chine pour imposer son emprise? Et surtout, Hong Kong peut-elle encore échapper à son destin? Tout commence par une ligne invisible, un simple trait sur une carte qui sépare Hong Kong du reste de la Chine. Pourtant, de part et d'autre, tout est différent. Ici, on roule à gauche, là-bas à droite. Ici, Internet est libre, là-bas, il est censuré. Un Hongkongais peut voyager sans visa dans 172 pays, un Chinois dans seulement 90. Mais ces différences sont bien plus qu'administratives. Elles sont culturelles, économiques et politiques. Elles sont l'héritage direct des 156 ans de domination britannique qui ont transformé un simple port de pêche en l'un des centres financiers les plus influents du monde. Le 1er juillet 1997, lorsque le Royaume-Uni a rendu Hong Kong à la Chine, un accord a été signé. Un pays, deux systèmes. Pékin promettait alors de préserver l'autonomie de la ville pendant au moins 50 ans. Une illusion qui s'est effritée bien plus rapidement que prévu. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Pékin resserre son étau sur Hong Kong, de la répression des manifestations à la loi sur la sécurité nationale, de la censure rampante à l'asphyxie économique et comment lentement mais sûrement Hong Kong est en train d'être avalé par la Chine. Mais surtout, pourquoi personne ne peut l'arrêter. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne, alors rien de plus simple. Un petit like, un petit abonnement ou un petit partage aiderait énormément la chaîne à se développer. Sur cette chaîne, je m'efforce de vous apporter un contenu divertissant mais surtout éducatif pour que nous tous puissions apprendre chaque jour du monde économique et financier qui nous entoure. Alors je compte sur vous. Merci à ceux qui soutiennent déjà la chaîne et pour vos messages de soutien et bienvenue à ceux qui rejoignent la communauté. Maintenant, reprenons notre histoire. Au début, ce n'était qu'une inquiétude diffuse, portée par quelques voix isolées. Mais rapidement, cette crainte s'est transformée en certitude. Le projet de loi sur l'extradition vers la Chine n'était pas une simple formalité. Il annonçait un changement profond. Pour beaucoup, il représentait un tournant où Hong Kong pourrait perdre ses libertés et son autonomie face à Pékin. L'annonce du projet de loi en mars 2019 a tout déclenché. Ce qui aurait dû être une procédure administrative est devenu un conflit d'une ampleur inédite. Les manifestations ont démarré timidement avec environ 10 000 personnes, mais très vite, le nombre a explosé. En mai 2019, plus de 130 000 personnes se sont rassemblées, marchant vers le Conseil législatif pour exprimer leur opposition. Ce mouvement a grandi à une vitesse folle et tout le monde, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, a vu ce qui se passait à Hong Kong. Malgré cela, Carrie Lam, alors chef de l'exécutif, a continué de défendre la loi. Elle a refusé de céder face à l'énorme pression populaire, mais le 9 juin, la situation a basculé. Une manifestation d'une ampleur jamais vue a secoué la ville. Les organisateurs parlaient de plus d'1 million de personnes dans les rues. Ce n'était plus une manifestation juste contre une loi, mais plutôt contre une peur plus profonde, celle de la perte de liberté. Mais Pékin ne reculait pas. Le 12 juin, la police a dispersé violemment les manifestants, et la violence a éclaté dans les rues. Pourtant, malgré ce chaos, le mouvement n'a pas faibli. Le 15 juin, Carrie Lam a fini par annoncer le retrait du projet de loi, une victoire pour les manifestants. Mais une victoire fragile. À peine un an plus tard, Pékin a réagi. En juin 2020, la Chine a imposé une nouvelle loi.
cette fois sur la sécurité nationale, qui punissait la subversion et la sécession. Cette loi, votée sans consultation de Hong Kong, allait bien plus loin que l'extradition. Elle mettait fin à des décennies d'autonomie et de liberté d'expression. Mais étonnamment, cette fois-ci, la réaction des Hongkongais a été beaucoup plus silencieuse. D'ailleurs, ce silence peut sembler paradoxal, après les énormes manifestations de 2019. Mais plusieurs facteurs l'expliquent. D'abord, la répression violente des manifestations précédentes a découragé beaucoup de personnes de se manifester à nouveau. La peur des arrestations, des peines de prison et des extraditions vers la Chine ont poussé les Hongkongais à se faire plus discrets. De plus, la fatigue des mois de protestation et l'impact de la pandémie ont joué un rôle. Enfin, la censure gouvernementale et l'intensification de l'autocensure ont poussé une grande partie de la population à garder ses opinions pour elle. Mais l'effet de cette répression a été encore plus fort. Ce n'était plus seulement une question de se battre pour leur liberté, mais plutôt de fuir la ville. De son côté, le Royaume-Uni a ouvert une voie vers la citoyenneté pour les Hongkongais éligibles, permettant à plus de 100 000 d'entre eux de chercher refuge en Grande-Bretagne. Mais d'autres ont choisi de partir pour le Canada, l'Australie ou encore d'autres pays européens. Ce n'était pas juste une fuite, mais un exode. Pour eux, Hong Kong n'était plus la ville qu'ils avaient connue. Et cette fuite ne marque pas la fin de l'histoire, mais elle montre un autre visage de la résistance. La peur et la répression ont poussé une partie de la population à partir plutôt qu'à continuer de lutter. La Chine avait donc gagné non pas en détruisant la rébellion dans les rues, mais en effaçant lentement l'identité de Hong Kong. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais une victoire par usure. Le système électoral de Hong Kong est l'un des plus complexes au monde, principalement à cause de la manière dont il est structuré. Au cœur de cette complexité se trouve le comité électoral, un organe de 1500 membres chargé de désigner le chef exécutif, c'est-à-dire le leader du gouvernement hongkongais. Mais comment ces sièges sont-ils répartis et comment influencent-ils les élections ? Prenons l'exemple de l'élection de 2016. Sur les 1500 sièges, 106 étaient directement nommés, attribués à des personnalités de haut rang. Ces sièges étaient donc réservés à des élites, choisis pour leur influence institutionnelle et non par le peuple. Et cela donne le ton. Ce n'est pas un système démocratique basé sur le choix des citoyens, mais plutôt un système où les élites se maintiennent au pouvoir. La majorité des sièges, cependant, étaient élus à travers ce qu'on appelle les circonscriptions fonctionnelles. Ces circonscriptions représentaient divers secteurs, comme la finance, 18 sièges, la médecine traditionnelle chinoise, 30 sièges, ou même la religion, 60 sièges. Et chaque secteur avait des règles d'élection propres. Par exemple, dans certaines circonscriptions, comme l'éducation, ce sont les enseignants qui votent, tandis que pour d'autres, comme les transports, ce sont des entreprises qui décident. On est loin d'une démocratie où chaque citoyen a une voix égale. Et ce système fait que plutôt que de refléter la volonté populaire, il renforce les intérêts économiques et politiques des secteurs les plus puissants. En 2012, lors des élections du Conseil législatif, le camp pro-démocratie avait remporté plus de sièges dans les circonscriptions géographiques, 18 contre 17 pour les pro-Pékin. Mais dès qu'on l'on comptabilise les sièges des circonscriptions fonctionnelles, le camp pro-Pékin prend l'avantage, avec 26 sièges contre seulement 9 pour les pro-démocratie. Ce n'est donc pas l'opinion populaire qui fait pencher la balance, mais un système conçu pour favoriser les intérêts de ceux qui soutiennent Pékin. En 2019, lors des élections des conseils de district, un renversement surprenant s'est produit. Le camp pro-démocratie a remporté 57% des voix et 388 des 452 sièges. C'était une victoire importante qui montrait que la population était de plus en plus contre l'influence de Pékin. Mais cette victoire a inquiété Pékin, qui a réagi rapidement en 2021 avec une réforme majeure du système électoral. Et cette réforme a radicalement changé la composition du Conseil législatif. Le nombre de sièges a été porté à 90, mais seulement 20 sièges sont désormais élus directement par la population, contre 35 auparavant. Les autres sièges sont attribués par le comité électoral ou les circonscriptions fonctionnelles. Cette réforme a clairement renforcé le contrôle de Pékin sur Hong Kong, en réduisant encore plus la capacité de la population à choisir ses représentants. Le comité électoral a également été profondément modifié. Avant 2021, certaines circonscriptions comme l'éducation donnaient une voix importante aux enseignants et au personnel scolaire. Mais avec la réforme, la représentation populaire a été fortement réduite, parfois jusqu'à la moitié, tandis que la représentation des entreprises pro-Pékin est restée stable.
Plus de 300 sièges ont été rajoutés, occupés par des membres déjà en poste et clairement favorables à Pékin. C'est une manière de verrouiller le système et d'empêcher toute opposition significative. Et ce changement marque un tournant pour Hong Kong. Le camp pro-démocratie, qui avait connu une ascension importante, est désormais exclu du pouvoir. Le système électoral est conçu pour éviter toute contestation et Pékin a réussi à transformer Hong Kong en une ville sous contrôle total. Les réformes en apparence cherchent à améliorer la démocratie, mais en réalité, elles ne font que renforcer le contrôle de Pékin sur les institutions. Et la conclusion de ces réformes est claire, le système électoral de Hong Kong, loin d'être une démocratie fonctionnelle, est désormais un mécanisme entre les mains de Pékin pour éliminer toute opposition. En verrouillant le système de manière aussi brutale, Pékin a prouvé qu'il n'était pas intéressé par une véritable démocratie, mais plutôt par un contrôle total. Ce qui devait être un modèle de gouvernance unique en Chine est aujourd'hui devenu un exemple de manipulation politique, où le pouvoir est de plus en plus centralisé et où les voix dissidentes sont étouffées. Ce système électoral est en fin de compte une parodie de démocratie destinée à masquer le véritable contrôle autoritaire de la Chine sur Hong Kong. Et dans les années à venir, ces changements vont se ressentir de plus en plus sur tous les aspects, politiques, économiques et culturels. Mais sommes-nous sûrs de bien comprendre ce qui se passe réellement? Ou est-ce qu'on se laisse manipuler par les apparences? On dirait qu'on nous vend un récit qui nous arrange, mais en y regardant de plus près, tout semble un peu trop bien ficelé, un peu trop contrôlé. Prenons un exemple concret. En 2018, Hong Kong se retrouve à la croisée des chemins avec des projets d'infrastructures colossaux, comme ce fameux pont à 20 milliards de dollars reliant Hong Kong, Macao et la Chine continentale. Un pont, ok, c'est pratique, mais est-ce vraiment juste pour améliorer la circulation? D'un côté, c'est un investissement, un symbole de progrès, mais de l'autre, n'est-ce pas une manière subtile, voire perfide, de renforcer l'emprise de Pékin sur Hong Kong? En apparence, on nous vend ça comme un projet pour le bien-être des citoyens, mais quand on y réfléchit un peu, ça ressemble à une prise de contrôle camouflée, un peu comme ces grands projets d'infrastructure qu'on nous vend ici en Occident, soi-disant pour nous faciliter la vie, mais qui au final ne font qu'accroître le pouvoir de ceux qui les décident. Puis, il y a la gare de West Kowloon, ouverte en 2018, qui relie directement Hong Kong à Pékin et Shanghai. C'est pratique pour les voyageurs, certes, mais si on regarde les choses de plus près, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, tout simplement, le contrôle d'immigration chinois sur le sol hongkongais. Et ce n'est pas juste un détail, c'est un changement fondamental. Ici, où est la limite entre une simple coopération et une réelle perte de souveraineté? La loi fondamentale de Hong Kong, qui était censée garantir son autonomie, a-t-elle encore un poids aujourd'hui? Ou est-ce juste un vieux souvenir qu'on garde dans un tiroir? Qui a encore confiance en ces garanties? Parce qu'à force de changer les règles petit à petit, on finit par se demander si la loi fondamentale n'est pas juste une façade. L'aspect culturel, quant à lui, est encore plus flagrant. L'identité de Hong Kong, forgée pendant des siècles sous l'influence des valeurs occidentales, semble se diluer dans une mer d'influence chinoise. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'ouverture du Hong Kong Palace Museum, un projet à 500 millions de dollars qui, sous couvert de partenariat, ressemble de plus en plus à un vecteur de propagande culturelle. On nous parle de culture et de patrimoine, mais on voit bien ce qui se cache derrière, une tentative d'aligner Hong Kong davantage sur la vision de Pékin. Alors, est-ce vraiment un projet culturel ou est-ce une manière bien plus subtile de modeler la population hongkongaise selon des normes et valeurs chinoises? Et puis, il y a la pandémie de Covid-19, où Hong Kong a suivi à la lettre la politique zéro Covid de Pékin. Certes, c'était une crise sanitaire mondiale, mais était-ce vraiment nécessaire d'être aussi strict, aussi inflexible? En comparant avec Singapour qui a pris une approche plus modérée, on se demande si Hong Kong n'était pas simplement en train de jouer son rôle dans une stratégie plus large dictée par Pékin. Et tout ça bien sûr au détriment de la liberté individuelle et avec des conséquences économiques catastrophiques. Est-ce encore un centre financier autonome ou un simple pion dans un jeu de pouvoir plus grand? Tout ça laisse planer des doutes. Et douter, c'est peut-être la seule chose qu'on puisse faire de nos jours. Côté économique, c'est là aussi qu'on voit les vraies fractures. Entre 2018 et 2023, l'économie de Hong Kong n'a progressé que de 5,8%, un chiffre bien loin des 33% de Singapour, qui continue de croître sans trop de turbulences. Hong Kong, autrefois un centre financier mondial, perd peu à peu son attrait. Les grandes entreprises comme FedEx, le Wall Street Journal ou encore LVMH délocalisent leurs sièges régionaux vers des villes considérées comme plus stables. Est-ce juste un phénomène normal ou est-ce que l'influence de Pékin, avec ses menaces de contrôle et ses règles de plus en plus contraignantes, est en train de faire fuir les investisseurs? On peut légitimement se poser la question. Et là, on arrive au cœur du problème.
Hong Kong se retrouve désormais à la croisée des chemins, coincé entre une Chine de plus en plus dominante et une autonomie qui se réduit comme peau de chagrin. Et à quel prix ? Hong Kong semble perdre son identité, ce qui faisait sa singularité, son rôle de carrefour entre l'Est et l'Ouest, une ville cosmopolite et ouverte sur le monde. Aujourd'hui, on dirait plutôt qu'elle est en train de devenir une version dégradée d'elle-même, un entre-deux, où ni l'identité hongkongaise ni la Chine ne semblent réellement satisfaites. C'est l'histoire d'une ville prise en étau entre deux puissances, perdant son essence au fil du temps. Mais qu'en est-il de l'avenir de cette ville? C'est là toute la question. Si Hong Kong continue sur cette trajectoire, elle risque de devenir une version grisâtre de ce qu'elle était. Singapour, quant à elle, profite de la situation pour se positionner comme une alternative stable et en pleine croissance. Mais à quel prix pour Singapour? La ville-État devient-elle, elle aussi, une autre pièce de l'échiquier géopolitique mondial, avec une influence chinoise toujours plus forte, mais aussi une perte progressive de son âme, de sa diversité? Là encore, des questions restent sans réponse. Ce qui est certain, c'est qu'on ne connaît peut-être pas la vérité derrière ce qu'on nous raconte. Les informations qui nous parviennent sont filtrées et souvent, l'essentiel nous échappe. Ce que l'on voit, c'est un processus lent, insidieux, où la vérité semble s'éroder au fur et à mesure. Et ce qui semblait être une promesse de deux systèmes semble maintenant n'être qu'une illusion. Et cela nous ramène à une question fondamentale. Où va-t-on ? Si Hong Kong, avec ses enjeux géopolitiques et économiques, devient le terrain d'un combat de pouvoir entre la Chine et les influences externes, cela peut-il être un avertissement pour d'autres régions, mais aussi pour nous, Français? Parce que derrière les réformes soi-disant pour notre bien, ces petites attaques contre nos libertés et notre souveraineté s'accumulent. Ces dynamiques géopolitiques, même à des milliers de kilomètres, peuvent avoir un impact direct sur nous. Et comme Hong Kong, il sera peut-être trop tard quand on se rendra compte que ce qui se cache derrière ces changements n'est pas pour notre bien. Et si Hong Kong nous montre quelque chose, c'est qu'à force de manipulations discrètes et de changements sous-jacents, on finit par perdre tout ce qui nous rendait uniques. Et si nous ne restons pas vigilants, eh bien nous pourrions bien être les prochains à ne plus reconnaître notre propre réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux ici. Et surtout, merci pour vos nombreux messages de soutien, cela me fait réellement plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager si vous pensez que cela en vaut la peine. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.